moins de 30 minutes sur la question des décisions prises par l'administration du travail. J'entendais Emmanuel tout à l'heure qui évoquait Panic Room et Monsieur Finn Jean-Pierre qui évoquait ce matin en commençant l'angoisse qui nous étreignait tous. Alors évidemment, Panic Room, pour moi, c'est David Fincher. C'est 2002, j'adore le cinéma, et donc vous imaginez une ambiance de folie avec Jodie Foster. Bon, plus sérieusement, je pense plutôt à un autre film, en réalité, parce que j'aime beaucoup le cinéma. C'est un film de Martin Ritt, de 79, qui s'appelle Norma Ray, avec Sally Field, qu'on a découvert à cette occasion. Les gens la connaissent pour Forrest Gump. La vie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, c'est comme une boîte de chocolat. Mais avant d'être dans Forrest Gump, elle est dans Norma Ray, et elle a un prix d'interprétation à Cannes, et elle a un Oscar aux États-Unis. Or, sérieusement, ce film Norma Ray, c'est l'histoire de l'installation d'un syndicat dans une filature aux États-Unis. Et vous avez un passage que je n'ai pas retrouvé, je l'ai cherché cette semaine, dans lequel le syndicaliste qui lui dit d'implanter un syndicat dans cette filature lui dit « Ah, en France, on pourrait être aidé par une administration, mais on ne peut pas compter ici sur les fédéraux pour nous aider véritablement. » Donc il y a cette scène assez fameuse où il y a une petite allusion à la France. Si vous n'avez pas vu ce film de Norma Ray, c'est un très beau film. Les décisions prises par l'administration relèvent des rapports entre l'État et les entreprises, évidemment. On parle aujourd'hui, je crois que c'est Alain Supiot qui nous dit qu'il y a même une inversion de la hiérarchie publique-privée où chacun a pris les tâches de l'autre. Et ces interventions de l'administration se manifestent de manière non officielle. Je crois qu'on l'a vraiment compris depuis tout à l'heure. Il y a des tas de conseils qui sont donnés comme ça en dehors des règles de droit. Et puis de façon officielle avec des autorisations, des validations, des homologations. Il y a même des rescrits qui peuvent intervenir finalement. Ces décisions de l'administration, quand on essaie de les classer dans les catégories des actes juridiques, sont des actes juridiques unilatéraux. C'est le droit public qui a développé la théorie générale de l'acte juridique unilatéral, alors que le droit privé, le droit du travail, pourtant on est une manifestation très éclairante, avec toutes les ruptures qui sont des actes unilatéraux, avec ce genre de mesures. Donc acte juridique unilatéral qui se caractérise normalement en droit public comme étant un acte qui reçoit ensuite un recours pour excès de pouvoir. Ce qui signifie qu'après cet acte unilatéral de l'administration, on peut aller devant le juge administratif. Eh bien, en droit du travail, on ne fait pas comme tout le monde, et on a ici ou là substitué au juge administratif le juge judiciaire, ce qui ne lasse pas d'étonner certains observateurs en droit public. Étant entendu qu'on a aussi, d'ailleurs, des interventions du juge judiciaire, je le verrai tout à l'heure, qui permettent de renvoyer parfois à l'administration et de faire son office, je pense notamment au règlement intérieur. Alors, ces décisions de l'administration dont je vais vous parler sont des décisions qui, tantôt, viennent compenser une absence, l'absence d'un accord collectif, l'absence d'une institution représentative du personnel. Elles sont parfois présentes, ces décisions de l'administration, comme des solutions simplement alternatives à d'autres, ou parfois supplétives à d'autres, ou parfois exclusives. Il est des cas où on n'a pas le choix. Pour licencier un salarié protégé, il faut faire une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail. On se rappelle tous ici qu'avant les arrêts Perrier de 1974, l'employeur avait la possibilité de faire une action en résolution judiciaire du contrat de travail des salariés protégés. Et la porte lui a été fermée par les arrêts Perrier. Donc, intervention exclusive, intervention alternative, intervention supplétive. L'administration intervient comme ça à des degrés divers. Elle est sollicitée aussi par des personnalités assez diverses. On le verra, c'est souvent l'employeur qui est à l'origine, mais pas seulement. J'aurai l'occasion de vous montrer qu'il y a d'autres petites illustrations. Pour sacrifier à l'exercice de l'introduction, j'ai une petite page historique dont je me souviens bien, parce que j'étais adolescent, mais je m'en souviens très très bien. C'est toute l'histoire du licenciement économique en France et la période 75-86, lorsqu'on avait décidé de soumettre tous les licenciements pour motif économique à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Alors cette petite affaire résultait du fait que on avait mis en place, en modifiant la Convention UNEDIC de 58 par avenant, on avait instauré la fameuse ASA, l'allocation spéciale d'attente, qui allouait aux salariés licenciés économiques qui étaient chômeurs une rémunération égale à 90% de leur salaire brut pendant un an. Ce qui a été évidemment un appel au licenciement économique que vous ne sauriez sous-estimer, et c'est ce qui s'est d'ailleurs un peu passé. C'est pourquoi on a mis en place l'autorisation de l'inspecteur du travail. Il fallait contrôler l'ouverture du robinet. Et puis quand, des années plus tard, on a découvert d'abord que le système d'assurance chômage avait modifié son tarif, c'était plus 90% pendant un an, le système était devenu dégressif, et qu'en plus, statistiquement, dans plus de 80% des cas, l'inspection du travail autorisait les licenciements économiques, eh bien Jacques Chirac, qui l'avait créé en 1975, l'a supprimé en 1986, parce qu'elle n'avait plus de raison d'être, étant entendu que les interventions de ces législations de 1975 et 1986 se sont aussi passées parfois après des négociations des partenaires sociaux.
Je n'ai pas évoqué les ordonnances, les textes de l'après-guerre de 1945. Il y aurait beaucoup à dire. Je vous renvoie à la version écrite de mon propos sur ce sujet. Mais c'est quand même intéressant de constater que dans l'immédiate après-guerre, il y a notamment une ordonnance de 45, du 29 mai 45, qui est là pour contrôler l'emploi et qui dit que normalement, les recrutements et les résiliations sont soumises à l'autorisation de l'administration. Hein, c'est vraiment du dirigisme économique dans la plus pure tradition. Et puis, derrière, le Conseil d'État, de son côté, la Cour de cassation de l'autre, vont essayer de restreindre le champ de ce genre de contrôle. En matière de rupture, on ne parlera que de licenciement économique. Et puis ensuite, on dira, oui, mais ça ne s'applique pas pour les salariés qui ne sont pas spécialement protégés. À quoi s'ajoute une autre ordonnance de 45, celle-ci est du 23 février 45, celle qui met en place les comités d'entreprise et qui subordonne le licenciement des salariés protégés, en l'occurrence ici les élus du comité d'entreprise, mais aussi les DP de 1936, d'abord à un avis conforme du comité d'entreprise et à défaut à une autorisation de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail n'était pas au premier chef saisi quand on avait besoin d'une autorisation. Alors, ce sujet, qui est assez passionnant, est en même temps gigantesque, Bernard Tessier m'a confié un exercice, comme toujours, extrêmement facile, dans lequel tout est clair et tout est simple. Et donc, j'ai essayé de répondre au défi de Bernard à Bernard. On ne saurait se défausser. C'est le deuxième Bernard de la matinée. J'espère que vous allez tenir le coup. Plus sérieusement, je vais distinguer 3 temps dans mon raisonnement. Comme c'est un sujet technique, j'avais la possibilité de vous faire un plan à idée, un plan conceptuel. C'est ce qu'on dit en général, alors que quand le sujet est conceptuel et à idée, il faut plutôt faire un plan technique. Mais là, sur le sujet technique, plan technique, je suis vraiment désolé. Et je vais distinguer 3 rubriques. D'abord, les décisions de l'administration qui concernent ce que j'appelle le régime du travail, au sens où on l'entendait dans les ouvrages de droit du travail des années 50, essentiellement à la question des activités et du temps de travail. Dans un second temps, les décisions de l'administration et le contrat de travail, ce qui me permettra d'étudier la conclusion, le transfert et la rupture du contrat. Et dans un troisième temps, les décisions d'administration et l'organisation du travail, au sens où cette expression figure dans L41-21-2, au 7e, dans les principes de prévention qui s'imposent à l'employeur, qui doit mettre en place une organisation du travail adaptée en prenant en compte les facteurs ambiants et tout un ensemble de choses. Premier point, donc, les décisions relatives au régime de travail. 2 illustrations de mon propos, l'activité partielle, puisqu'elle connaît récemment un nouveau rebondissement, et dans un second temps, toutes les dérogations que l'inspection ou l'autorité administrative peut donner en matière de durée ou de temps de travail. Sur l'activité partielle, tout d'abord, nous avons un nouveau régime qui est l'activité partielle de longue durée rebond, APLD-R, qui vise, comme toujours, à accompagner les entreprises qui sont confrontées à une réduction durable d'activité sans pour autant être dans une situation où leur pérennité serait totalement compromise, avec un décret du 14 avril 2025 relatif à cette activité partielle de longue durée rebond, qui, selon un régime que nous connaissons, propose une alternative pour mettre en place ce genre de système. Soit on négocie un accord collectif, soit on a une décision unilatérale, mais dans ce cas-là, cette décision unilatérale doit être adossée à un accord de branche étendu. Alors, nous sommes ici à l'UMM, ça tombe bien, puisque justement, dans la métallurgie, un accord de branche a été conclu le 18 avril 2025, d'APLD-R. Il a été conclu, puis étendu par un arrêté du 30 juin 2025 qui a été publié le 8 juillet 2025. Alors, cet accord de branche étendu est absolument indispensable pour toutes les hypothèses où on ne pourrait pas négocier par accord ce passage en APLD rebond et qu'on aurait besoin, en fait, d'un document unilatéral. Mais dans les 2 cas, il faut quand même passer par une intervention de l'administration qui valide ce genre de process. Alors, le contrôle de l'administration divers varie, pardonnez-moi, selon qu'on a affaire à un accord ou à un document unilatéral. En fait, c'est la DDETS qui est plutôt ici dans l'affaire. La direction en question a 15 jours pour valider l'accord collectif et elle a 21 jours pour homologuer le document unilatéral. On retrouve ici une chanson que nous connaissons par ailleurs. Et son contrôle, évidemment, n'est pas le même, comme souvent en droit du travail. Lorsqu'on a affaire à un accord collectif, il y a une présomption de légitimité implicite qui fait que l'administration exerce un contrôle assez léger, alors que quand on est dans le document unilatéral, il y a une sorte d'attention toute particulière, je ne dirais pas une suspicion, qui fait qu'il y a un contrôle quasi de proportionnalité beaucoup plus attentif à ce que fait l'administration. Donc si c'est un accord, on vérifie les conditions de validité et de régularité de la procédure de négociation, on vérifie la conformité du contenu de l'accord à la loi et au règlement. Et si c'est un document unilatéral,
On vérifie la procédure d'info-consulte du CSE lorsqu'il existe, et encore une fois, la conformité du contenu du document aux stipulations de l'accord de branche auquel s'adosse ce document unilatéral, et bien entendu la conformité aux dispositions légales et réglementaires. Je vous passe le régime d'indemnisation et d'allocation, je vous renvoie à la version écrite. Deuxième illustration sur le régime de travail, l'intervention de l'administration en matière de durée et de temps de travail, où là, elle peut dispenser un certain nombre de dérogations. Lorsqu'on a préparé cette matinée, et on le verra avec la table ronde tout à l'heure, on s'est rendu compte que beaucoup d'ailleurs de ces dérogations étaient parfois accordées sans difficulté particulière. Dérogation à la durée quotidienne du travail, les 10 heures, les fameuses 10 heures, dérogation qui peut être autorisée par l'inspecteur du travail. Alors, relevons que dans cette hypothèse-là, la possibilité de déroger est une solution alternative à la possibilité aussi de négocier un accord. C'est tout à fait possible. Alors, il y a des conditions pour que l'inspecteur autorise cette dérogation qui sont toutes liées à des surcroîts d'activité dus à la besoin d'exercer une activité dans un délai très court, des travaux saisonniers, etc., etc. La possibilité aussi pour l'employeur, sans attendre la dérogation, de devancer la chose et déjà de déroger à la règle et ensuite d'obtenir une demande de régularisation tout à fait cessante parce qu'il n'a pas pu faire autrement que de dépasser les 10 heures. Durée hebdomadaire absolue, les fameux 48 heures, avec une procédure un peu différente cette fois, puisque la demande est adressée à l'inspection du travail, mais c'est la DRETS qui, au bout du compte, sur le rapport de l'inspecteur, autorise ou pas ce type de dérogation, le tout étant possible dans une limite de 60 heures. Durée hebdomadaire moyenne, enfin, avec les fameuses 44 heures sur 12 semaines consécutives, où là, la procédure est la même que précédemment, dans ce genre de circonstances. Durée du travail, mais aussi temps de travail. Et vous avez, quand en 74, dans le Code du travail, on a introduit les horaires individualisés, ce qu'on appelle en pratique, j'ai été salarié 10 ans avant d'être universitaire, de 23 ans à 33 ans, donc j'ai un souvenir du secteur privé. J'ai été témoin dans une enquête contradictoire d'un inspecteur du travail, ce qui est quand même un contact assez intéressant et passionnant en vérité. Donc, disais-je, horaire individualisé ou horaire variable, comme on dit souvent, 1974, et d'ailleurs, quand on avait construit et achevé la tour Montparnasse, si vous écoutez des reportages sur la construction de la tour Montparnasse, on évoque le fait que tout le personnel qui travaillait là-dedans a dû être mis en horaire individualisé pour des questions pratiques, la quantité d'ascenseurs, le flux de personnes qui arrivent à une heure donnée et la possibilité d'arriver au travail à l'heure. Donc plage fixe, plage variable, et voilà comment les choses peuvent s'arranger. Pour mettre en place ces horaires individualisés, l'employeur peut le faire unilatéralement après avis conforme de son comité social économique, c'est une sorte de droit de veto finalement qu'il possède là, et en l'absence de CSE, on retrouve l'inspecteur du travail qui, là, peut autoriser la mise en place d'horaires individualisés. Voilà, très schématiquement, il y a d'autres exemples, mais je vous renvoie à la version écrite de mon propos pour que vous voyez de quoi il retourne. Passons maintenant au deuxième point sur les décisions qui sont relatives au contrat de travail à proprement parler. Alors, 3 temps, je vais faire les choses de façon chronologique. D'abord, la conclusion du contrat, ensuite le transfert du contrat en cas de transfert partiel d'entreprise, et enfin, rupture, qui est évidemment le morceau de choix du sujet. Sur la conclusion du contrat de travail, je vais être assez bref, je vous renvoie à ma version écrite, simplement pour dire que vous avez quelques dispositions ici ou là dans le Code du travail qui imposent à l'employeur qui veut par exemple embaucher un mineur pendant les vacances scolaires d'adresser une demande écrite à l'inspecteur du travail, au moins 15 jours avant l'embauche, et cette demande doit comporter tout un ensemble de mentions obligatoires, les horaires, la limitation de la durée du travail à 35 heures par semaine, à 7 heures par jour, etc. Il faut une autorisation d'inspecteur pour pouvoir embaucher un mineur pendant les vacances scolaires. Vous avez d'autres dispositions de cet acabit. En ce qui concerne le transfert du contrat, bon là évidemment, c'est un sujet de prédilection dont on a pas mal parlé pour préparer cette matinée. Le transfert d'un salarié protégé qui est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, donc ce sont les salariés protégés ici qui sont visés. Mon directeur de thèse m'expliquait que ce type d'hypothèse s'appelait la technique du sandwich, qui consiste, alors il y avait des expressions, la technique du saucisson, quand on saucissonne les licenciements pour ne jamais avoir plus de 10 salariés sur 30 jours, et la technique du sandwich, quand on insère un salarié protégé dans un paquet de salariés qu'on veut licencier. Donc c'est l'imagerie de Jean-Emmanuel Ray, pour ceux qui le connaissent, ça vous surprendra pas. Et donc j'ai retenu la technique du sandwich. Attention, danger, méfiance, panic room. Est-ce qu'on n'essaie pas de se défaire d'un salarié protégé au détour d'un transfert partiel d'entreprise pour l'envoyer comme ça au Kamchatka ? Si tant est que vous ayez une antenne au Kamchatka. Les frontières de cette région ne sont pas forcément désagréables. Toujours est-il qu'il y a un contrôle qui s'opère de la part de l'inspection du travail.
24-14-1, 24-21-9, etc., et mesures réglementaires, qui doit vérifier évidemment qu'on est dans l'hypothèse du transfert d'une entité économique autonome, avec toutes les joyeusetés qui accompagnent cette qualification, et que par ailleurs, ce dispositif ne cherche pas à dissimuler une discrimination liée à l'exercice du mandat du salarié protégé qui part avec les autres dans ce genre de circonstances. Donc il y a un vrai contrôle qui s'exerce de ce point de vue-là. Le Conseil d'État, d'ailleurs, a bien rappelé dans plusieurs arrêts, que je cite dans ma version écrite, les pouvoirs de l'administration sur ce genre de circonstances. Alors il y a une question qui s'était posée de savoir si on devait aussi solliciter l'inspecteur du travail lorsqu'on était en dehors d'L 1224.1, mais qu'on avait un transfert conventionnel de contrat et de transfert partiel à cette occasion. Propreté, déchets, restauration collective, vous voyez ce que je veux dire. Alors en fait, la Cour de cassation nous rappelle bien que dans ce genre d'hypothèse, évidemment, il faut bien entendu que le salarié ait consenti à cette novation du contrat, ça on le sait, c'est une analyse très judiciaire des choses, mais que par ailleurs, cette opération échappe, je cite la Cour de cassation, au contrôle de l'inspection du travail, même si parfois il est sollicité. En réalité, il n'a normalement pas la compétence matérielle d'intervenir dans ce genre d'affaires, puisqu'on n'est pas dans les conditions d'L 1224.1. Il y a un arrêt de la Chambre sociale qui l'a notamment rappelé le 3 mars 2010. Voilà pour, succinctement, avec des développements et des sources plus substantielles dans la version écrite, les points clés, et je laisse évidemment tout à l'heure à nos débats la possibilité d'entrer dans un certain nombre de détails. Troisième temps, après la conclusion, après le transfert, la rupture du contrat de travail, rupture individuelle, rupture collective évidemment, rupture individuelle évidemment le licenciement. Alors on peut revenir à l'arrêt Safer d'Auvergne sur le licenciement disciplinaire et à l'arrêt Abelan sur le licenciement économique, deux arrêts du Conseil d'État du 5 mai 1976 et du 18 février 1977 qui ont défini le contrôle de l'administration et puis derrière du juge administratif sur ce type de licenciement. Alors, il y a toujours du contentieux dans ce genre de choses, mais il n'y a pas véritablement de changement important dans la jurisprudence sur ce point précis. Simplement, peut-être rappeler quand même que quand on a affaire à un licenciement pour motif disciplinaire, l'administration doit vérifier que l'inspecteur ait vérifié que le salarié avait commis une faute d'une gravité suffisante. C'est l'expression qui est employée. Et vous savez qu'en droit administratif, la notion de faute d'une gravité suffisante est une notion autonome au droit administratif. Il ne faut pas la confondre avec faute grave. Alors, ça peut être une faute grave, mais ce n'est pas forcément une faute grave. Ce qui signifie que même s'il y a l'autorisation administrative de licenciement disciplinaire d'un salarié protégé pour faute d'une gravité suffisante, le salarié peut derrière aller quand même au prud'homme, car là-dessus, il ne heurte pas le principe de la séparation des pouvoirs, et contester la faute grave qui, au sens du droit du travail, lui aurait été signifiée dans le cadre de sa lettre de licenciement. Et là-dessus, le Conseil de prud'homme retrouve un pouvoir, puisqu'il ne conteste pas l'autorisation de licenciement dans l'existence d'une cause réelle et sérieuse, au fond, c'est ça ce que ça veut dire. Par contre, il revient sur la graduation de la faute qui a été retenue, ce qui permet d'allouer au salarié l'indemnité de rupture dont il a été éventuellement privé. Alors, évoquant ce point, je souligne une des grandes difficultés de ma question, qui est une sorte de fil rouge, c'est la difficulté de notre dualisme juridictionnel, de notre ordre administratif et de notre ordre judiciaire, qui mettent dans des situations d'interrogation et de sidération certains juristes étrangers. Ils disent « Vous avez 2 ordres de juridiction, expliquez-moi ça tranquillement ». Et il faut s'y reprendre à 3 reprises, parce que même les esprits les plus éclairés ont parfois du mal à comprendre pourquoi on a besoin de 2 ordres. Alors après, on remonte 1791-92, et là, les choses deviennent beaucoup plus simples, mais en même temps plus anxiogènes, parce que la Révolution française, ça inquiète beaucoup les étrangers. Et je sais de quoi je parle. Donc, en ce qui concerne Abelan, Auvergne, cette jurisprudence est assez classique. Non, je voudrais souligner 2-3 petites questions qui font difficulté dans les licenciements des salariés protégés et dans les autorisations qu'on sollicite auprès de l'inspection du travail. Première difficulté qui concerne le cas particulier du licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée du salarié protégé. On sait que le Conseil d'État dit que l'administration doit contrôler l'aptitude et évidemment toujours vérifier qu'il n'y a pas une discrimination. Mais l'administration n'a pas à contrôler l'origine de l'inaptitude, ce qui est assez singulier. Et on pourrait, pourquoi pas imaginer qu'un jour que le Conseil d'État décide de le faire, après tout, ils en seraient tout à fait capables. Et donc c'est le juge judiciaire qui peut ensuite, alors qu'un salarié a été licencié avec autorisation pour inaptitude médicalement constatée, on peut saisir le Conseil de prud'homme qui, lui, va regarder ce qui s'est passé en amont et découvrir un harcèlement qui pourrait justifier que le salarié obtienne la condamnation à une indemnisation pour licenciement nul devant le Conseil de prud'homme. Donc, cherchez la contradiction et l'erreur. Vous avez d'un côté un licenciement autorisé par l'inspection du travail, mais un licenciement qui est nul pour le Conseil de prud'homme.
Je ne vais pas revenir sur mon couplet concernant l'explication du droit français à nos amis étrangers, mais vous comprenez l'état là, ils sont quasiment dans un état de transe totale, et vous leur apportez des selles, parce qu'ils sont sur le point de s'évanouir. Autre situation qui pose encore difficulté, c'est la combinaison entre un licenciement d'un salarié protégé et la mise en œuvre d'un accord de performance collective, dont on sait qu'il est vu par les uns comme un accord épouvantable et par les autres comme un accord au super-pouvoir. Alors, super-pouvoir, je ne sais pas. Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 4 avril 2025, fort intéressant sur le sujet. Lorsque vous avez un accord de performance collective, on le soumet au salarié, et notamment à un salarié protégé, et que là, de deux choses une, le salarié peut accepter la modification ou ne pas accepter la modification. S'il accepte la modification, le Conseil d'État alerte bien pour que la mise en œuvre, avec la substitution des stipulations de l'accord à celles contradictoires du contrat individuel du salarié, que la mise en œuvre, disais-je, de cette modification du contrat qui résulte de l'accord de performance collective n'exonère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité et de santé physique et mentale de ses salariés. Et si par ailleurs le salarié refuse et qu'il est licencié, dans ce cas-là, dans une affaire, notamment celle qui a conduit à l'arrêt du Conseil d'État, les choses sont tout à fait originales, puisque ce même salarié protégé, dont on devait autoriser le licenciement pour un motif spécifique, c'est l'expression de L1224.2, je crois, non, pas 1224.2, 2254 quelque chose, l'accord de performance collective, excusez-moi, j'ai oublié le numéro de l'article. Cet article qui contient tout, d'ailleurs, en 29 paragraphes à peu près. Donc, disais-je, inspection doit contrôler le motif spécifique. Mais le Conseil d'État dit non. L'inspecteur doit refuser l'autorisation s'il s'avère que le salarié a été l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail concomitamment à tout cela. Cet avis d'inaptitude, en quelque sorte, attire à lui toute la situation qui est en train de vivre ce salarié protégé, et donc l'inspecteur ne peut pas autoriser le licenciement pour motif spécifique quand, par ailleurs, ce licenciement repose en réalité sur un avis d'inaptitude d'un médecin qui aurait été notifié entre-temps. Je vous renvoie à la lecture de cet arrêt qui est tout à fait original et tout à fait intéressant en la matière. Je laisse de côté la rupture anticipée du CDD ou l'arrivée du terme, j'en parle dans la version écrite. Sur la rupture conventionnelle, bon là évidemment, depuis 2008, on connaît tous les enjeux de cette affaire, avec une nécessité d'obtenir l'homologation, et puis quand on a un salarié protégé, bon là pour le coup il faut une véritable autorisation préalable, mais avec cette homologation soumise ensuite au Conseil des prud'hommes, pour revenir à mon propos introductif. Sinon, quand il s'agit d'un salarié protégé, l'autorisation de l'inspection du travail, par application de la procédure exorbitante du droit commun qui nous oblige dans cette affaire, est évidemment un impératif. Et vous avez en la matière quelques arrêts intéressants. Il n'y a pas tellement d'arrêts concernant les salariés protégés et rupture conventionnelle. Il y en a, bien sûr, mais il y a davantage de jurisprudence sur la rupture conventionnelle du salarié ordinaire, avec l'homologation, et le contrôle qui est opéré à cette occasion, sur lequel nous reviendrons lors de la table ronde. Vous avez compris mon lâche artifice de procédure qui consiste à refiler à mes amis à la table ronde les questions que je n'ai pas le temps de traiter devant vous. Mais en même temps, je pense que ça vous permet de ne pas être totalement dépassé par mon flot de parole et mon tempérament. Rupture individuelle, rupture collective. Alors évidemment, il y a le plan de sauvegarde pour l'emploi. Je vais en reparler dans un instant sous l'angle de la santé et de la sécurité, parce qu'évidemment, il y a ce contrôle qui existe depuis la loi de 2013. Et je me souviens d'une intervention du prédécesseur de Jean-Denis Combrexel sur ce sujet-là. Nous étions dans la salle des conseils à Paris 2, sur l'interprétation de la loi de 2013, avec l'accord collectif pour faire un PSE, à défaut une décision unilatérale. Et nous autres juristes dans la salle disions, bah oui, on a appris en grammaire que à défaut signifie que l'accord est prioritaire et que l'individuation individuelle est secondaire. Et je revois Jean-Denis Combrexel nous expliquant que pas du tout, qu'en fait ces deux possibilités étaient totalement alternatives. Il n'y avait pas besoin de passer par l'accord avant de passer ensuite à la décision unilatérale. Ça a été un échange assez grammatical, mais aussi juridique. On se fait un petit peu respecter ce jour-là quand même, par Jean-Denis Combrexel, avec toute son intelligence et sa sympathie quand même, nous a fait comprendre qu'on faisait un peu du juridisme, à essayer de surinterpréter le mot à défaut. Bon, on pourra en débattre si vous le souhaitez. Alors, vous avez un arrêt très intéressant concernant la rupture conventionnelle collective, pour le coup, un arrêt du Conseil d'État du 21 mars 2023, fort intéressant, qui rappelle le contrôle évidemment que l'administration exerce sur l'accord collectif majoritaire négocié avec des organisations syndicales, le fait qu'on est dans un dispositif qui rappelle un peu les anciens plans de départ volontaire, même si ceux-ci existent toujours à côté d'une certaine manière, le fait que ces ruptures conventionnelles excluent le licenciement comme la démission, et qu'on ne saurait l'imposer à l'une ou l'autre des parties, entendez surtout aux salariés. Or, dans cette affaire,
eh bien, le Conseil d'État a considéré que l'administration ne pouvait pas valider l'accord de rupture conventionnelle dont il était question dans le procès en affaires. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une situation de cessation d'activité de l'entreprise, qui était absolument certaine, et qui faisait que les salariés qui n'avaient pas opté pour le départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective feraient immanquablement l'objet d'un licenciement dans le cadre d'un PSE derrière. Et donc, dans ce cas-là, le Conseil d'État de considérer qu'on ne peut pas valider un accord de rupture conventionnelle collective lorsqu'il vise en fait à se substituer en tout ou partie à un PSE pour cessation d'activité. Donc l'idée, c'est évidemment d'éviter le mélange des genres entre ce type d'accord. Notez qu'on peut avoir un raisonnement identique, mais qui n'est pas propre aux salariés protégés, avec l'accord de performance collective et le PSE. On pourrait très bien en développer les choses. Troisième point, les décisions relatives à l'organisation du travail, au sens d'L 41-21-2, l'organisation du travail, qui est rappelé quand ce texte nous dit que l'employeur doit planifier la prévention des risques en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l'influence des facteurs ambiants, l'atmosphère, les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte-là que j'envisage l'organisation ici du travail. Parce que finalement, c'est un peu le fil rouge. 3 illustrations de mon propos quant à l'intervention de l'administration du travail dans ce genre de choses. Première intervention qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs. Deuxième illustration qui concerne le cas particulier du règlement intérieur. Et troisième illustration, enfin, qui concerne la représentation du personnel lorsqu'on met en place la représentation du personnel et qu'on cherche déjà à faire un découpage en établissements distincts. Premier point, première intervention en matière de santé et sécurité du travailleur. Alors là encore, vous avez des mesures ici ou là, très ponctuelles, concernant particulièrement d'ailleurs les jeunes, avec la nécessité, l'inspecteur du travail, dit l'article L 4153-4 du Code du travail, peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de 15 ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces. Excède ses forces. Il y a la référence à la charge de travail ici, dans la notion de force. Et dans ce cas, l'inspecteur peut exiger son renvoi de l'établissement. Vous avez bien entendu toute la jurisprudence sur les plans de sauvegarde pour l'emploi qui doivent intégrer désormais, nous le savons tous, les risques psychosociaux dans l'affaire. Ce sont les fameux arrêts du Conseil d'État du 21 mars 2023, les 2 arrêts du Conseil d'État, qui imposent, alors non sans difficulté, je sais qu'à l'occasion de la table ronde, vous verrez que nous avons là-dessus des échanges et des conceptions qui ne sont pas forcément tout à fait uniformes sur cette affaire, puisqu'on demande désormais à l'employeur qui met en place un PSE d'anticiper sur les variations de charge de travail qui résultent des suppressions d'emplois. Pensons notamment aux salariés qui ne sont pas licenciés, qui vont subir une charge de travail augmentée du fait du départ de leurs collègues. Alors ça ne se fait pas en un jour, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et éventuellement aussi l'aspect RPS des salariés qui sont licenciés, en train d'être licenciés. Et donc c'est un exercice épouvantablement difficile qui s'impose, mais que le Conseil d'État impose ici à l'administration de faire. Alors c'est l'administration qui doit contrôler cette affaire au stade du PSE. En revanche, quand on est dans la mise en œuvre du PSE et du suivi, là on retrouve la compétence éventuelle du juge judiciaire pour voir si la mise en œuvre du PSE est toujours compatible avec la prévention des risques psychosociaux. Évidemment, le sujet ici, c'est la question de la charge de travail, charge physique et mentale, et nous verrons lors de la table ronde les difficultés qu'il y a à appréhender à l'avance cette charge de travail. Ça n'est vraiment pas facile. Troisième illustration concernant les hypothèses d'intervention de l'inspection du travail en matière de danger grave et imminent. Je pense ici à l'article 4731-1 du Code du travail, puisque l'agent de contrôle de l'inspecteur du travail, de l'inspection du travail, peut prendre toutes les mesures utiles, dit le texte, visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent, alors qu'il y a des infractions par ailleurs, en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause lorsqu'il constate que la cause du danger résulte, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de risque liés aux chutes en hauteur, des problèmes de risque liés à des situations d'ensevelissement, des risques qui sont liés à l'amiante, etc., etc. Vous avez 6 hypothèses qui justifient cette intervention de l'inspection du travail. Voilà pour, schématiquement, les pistes principales concernant l'hygiène et la sécurité. Concernant le règlement intérieur, alors là, vous avez un texte qui date de la loi Auroux, la première loi Auroux du 4 août 82 sur le règlement intérieur, qui nous disait, qui dit toujours, L 13-22-1, l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles tant et tant du Code du travail.
C'est donc lui qui a la compétence pour exiger le retrait ou la modification d'une clause du règlement intérieur. Alors, ce qui est intéressant dans cette disposition de la loi du 4 août, c'est qu'on a prévu une sorte de dialogue entre le juge judiciaire et l'inspection du travail. Et le Code du travail dit lui-même, un petit peu plus loin, que lorsqu'à l'occasion d'un litige individuel, entendez un contentieux concernant une sanction disciplinaire, soumis au Conseil de prud'homme, le Conseil de prud'homme découvre à cette occasion que le règlement intérieur, dont vous savez qu'il est le fondement du pouvoir disciplinaire, qu'il découvre dans le règlement intérieur qu'il y a une illégalité évidente, il n'a pas le pouvoir d'annuler le règlement intérieur ou d'annuler partiellement le règlement dans telle ou telle disposition, mais il en écarte l'application, dit le Code du travail. Une sorte d'exception d'illégalité version Conseil de prud'homme. Il écarte l'application du règlement intérieur, et donc, puisque le règlement intérieur ne peut plus être appliqué, automatiquement derrière, il prononce la nullité de la sanction, qui n'a plus sa base et son fondement juridique. Mais ensuite, le Conseil de prud'homme envoie une copie du jugement à l'inspection du travail. Et là, on revient à mon 13-22-1. L'inspecteur du travail, informé par ce jugement du Conseil de prud'homme de Mulhouse, de je ne sais où, d'Angers ou d'ailleurs, peut ordonner la modification ou le retrait de la clause du règlement intérieur. Là, on a vraiment un balai très intéressant entre le juge judiciaire et l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire n'est pas toujours une voie de recours contre une décision de l'administration. Mais il y a aussi, en matière de règlement intérieur, tout le sujet passionnant mais difficile des clauses de neutralité du règlement intérieur, qui est une clause facultative, mais qui est fortement, disons qu'on incite fortement les employeurs à l'intégrer dans le règlement intérieur par les temps qui courent, puisque cette clause de neutralité vise la neutralité, j'allais dire tous azimuts, la neutralité qu'on attend des salariés dans leurs convictions politiques, philosophiques, religieuses. C'est ce qu'en dit la Cour de justice de l'Union européenne dans plusieurs arrêts qu'elle a rendus le 14 mars 2017, 2 arrêts du 14 mars 2017. Et donc, si on a pris la précaution en amont de définir une neutralité qu'on impose aux salariés au plan philosophique, politique, religieux, alors on peut ensuite, en aval, éventuellement sanctionner un salarié qui a contredit les exigences de la clause. Ça permet notamment, dans ces affaires-là, de réagir face au port du voile par une salariée. Or, dans les 2 affaires qui ont donné lieu aux arrêts de la Cour de justice en 2017, il s'agissait d'une personne qui était réceptionniste dans la première affaire, et dans la deuxième affaire, c'est une salariée qui était ingénieure d'études de mémoire. Et c'est très intéressant, je crois que dans les 2 affaires, les femmes en question ne portaient pas au départ le voile. Puis qu'ensuite, elles sont venues de congé ou d'arrêt et qu'elles se sont mises à porter le voile. Évidemment, dans les 2 cas, les problèmes sont venus des clients qui ont dit « comment cela est-il possible, qu'en est-il, etc. » Alors, la Cour prend position sur cette affaire. Elle explique bien qu'a priori, l'argument du client qui se plaint n'est pas un motif légitime qui justifierait une quelconque discrimination, particulièrement si vous n'avez pas de soutien dans le règlement intérieur. Et par ailleurs, elle alerte les entreprises en disant « si vous avez en amont une clause de neutralité, vous pouvez en aval imposer certaines tenues à vos salariés, particulièrement pour les salariés qui sont en contact avec la clientèle. » Là, on voit bien que la Cour de justice restreint l'affaire ici. Pour autant, elle attire l'attention des employeurs sur le risque qui est toujours possible d'une discrimination indirecte. Même si j'ai une clause de neutralité, il se peut qu'en pratique, cette mesure qui est devenue neutre, puisque s'adressant à tous les salariés de manière indifférenciée, en réalité, porte plutôt préjudice à une catégorie de personnes. Et si c'est uniquement les femmes qui portent le voile qui concrètement sont concernées, ça peut devenir une discrimination indirecte. Alors pour autant, même en cas de discrimination indirecte, vous savez bien que la jurisprudence permet d'écarter ce reproche si l'entreprise justifie d'une exigence professionnelle nécessaire et déterminante, exigence qui ne peut pas être la demande d'un client. Ça ne marche pas, hein, rappelle la Cour de justice. Autre point concernant cette organisation du travail, la représentation des travailleurs. Alors vous avez là encore des textes et de la jurisprudence assez foisonnante, qui est parfois difficile à saisir, parce qu'on peut avoir parfois le sentiment de certaines contradictions, entre d'un côté la question pure des élections professionnelles, la composition, la répartition en établissements distincts, vous avez aussi la répartition des sièges et du personnel, et vous avez aussi des questions qui sont relatives au mandat des délégués syndicaux, et notamment à la cessation du mandat du délégué syndical. Très rapidement sur ces 3 exemples. Premier exemple, sur les élections professionnelles, on sait que l'idéal, c'est que les choses soient organisées au moment où on met en place l'élection, ou dès qu'on met en place l'institution du comité dans l'accord fondateur, c'est le moment ou jamais que de répartir en établissements distincts. Et que si on n'a pas pu négocier cette affaire, ni même à travers un PAP, là, il faut une décision de l'employeur. Et cette décision de l'employeur peut organiser le nombre et le périmètre des établissements distincts, avec, comme vous le savez, des critères pour vérifier que l'établissement a une certaine autonomie au regard notamment du pouvoir de gestion sociale de celui qui est à sa tête.
Eh bien justement, cette décision de l'employeur qui consiste à répartir en établissements distincts, en nombre et en périmètre, ceci dans l'entreprise, peut être soumise ensuite à... on peut saisir l'inspection du travail pour qu'il prenne une décision, et cette décision pourra ensuite faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire à l'exclusion de tout recours administratif. Alors vous avez là-dessus tout un contentieux assez intéressant, et on voit très clairement que là encore, c'est l'accord qui est la voie idéale pour répartir en établissements distincts, puisque dans ce cas-là, on ne peut pas considérer qu'il y a de critères formels pour répartir l'entreprise en établissements distincts. Alors que quand on est dans une décision unilatérale, là vraiment il y a un critère qui est lié à l'autonomie et au pouvoir de celui qui est à la tête de l'établissement. Le tout, dans ce cas-là, éventuellement avec confirmation ou non par la décision de l'inspecteur du travail qui pourrait intervenir. Vous avez aussi toute la question de la répartition des sièges et du personnel. Et vous avez enfin une hypothèse aussi qui donne lieu à quelques décisions, pas très très nombreuses, mais j'en ai quand même trouvé quelques-unes, sur la cessation du mandat du délégué syndical lorsque vous avez une diminution importante et durable de l'effectif de l'entreprise. Vous savez, l'article 2143-11 du Code du travail. En cas de réduction importante et durable, dit le texte, de l'effectif en dessous de 50 salariés, la suppression du mandat du DS est subordonnée à un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, ça c'est la solution idéale, et à défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat du délégué syndical prend fin. On pourra peut-être, à l'occasion de la table ronde, voir les difficultés de ce genre de décision. Alors pour conclure mon propos, qui est effroyablement technique, pardonnez-moi, je me pose la question de savoir finalement si, comme disent certains avocats américains, j'ai un bon ami qui est avocat à Tallahassee, en Floride, depuis 30 ans. Et il m'explique d'abord que, vu des États-Unis, cette intervention de l'administration, même si elle existe sur certains points précis, ils ne sont pas totalement absents, le pouvoir fédéral est présent, le surprend. Il dit « Mais vous êtes un État communiste, les Français. C'est du communisme. » Je lui dis « Attends, calme-toi. » Il me dit « Si. D'ailleurs, la preuve, Conseil national de la résistance, les communistes, c'est pas... » Donc là, il connaît très bien l'histoire de France, donc il a des arguments très très forts. Plus sérieusement, c'est sûr que ça ne traduit pas un libéralisme, ça traduit une forme de dirigisme plus ou moins doucereux, en tout cas certainement un interventionnisme, ce qui fait que je ne sais pas si nous savons vraiment ce que nous sommes en France, et je ne sais pas vraiment si nous savons quel est notre régime politique, mais là, j'envisage un sujet qui est beaucoup plus délicat, et on n'en parlera pas lors des tables rondes. Je vous remercie de votre attention.